Jeudi 11 décembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, Antananarive vit sous la pluie en ce moment. Les dangers augmentent chaque année, montée des eaux, effondrement des maisons. Dans ce reportage, nous observons de près les causes de ce phénomène récurrent et les solutions que chacun peut apporter. Reportage. À chaque épisode de pluie, la ville d'Antananarive se retrouve dans cet état, la montée des eaux, des rues inondées où l'eau peut parfois arriver jusqu'aux genoux, de nombreuses maisons envahies par l'eau, obligeant les habitants à se déplacer. Cette situation devient pire année après année. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène: la construction de maisons dans des zones inadaptées, l'occupation et le remblayage des terrains inondables, l'obstruction des canaux, le manque d'entretien des réseaux d'évacuation, mais aussi la déforestation. Ces inondations entraînent de nombreuses conséquences pour la population. Routes impraticables, véhicules endommagés par l'eau qui s'infiltre, écoles fermées, maisons détériorées et surtout une hausse de maladies telles que le paludisme, les diarrhées ou encore la leptospirose. Bien que l'État mène chaque année des actions de curage des canaux du bassin d'Antananarive, ces efforts restent insuffisants face à l'augmentation des infrastructures dans la capitale. La population ne doit pas attendre uniquement l'intervention de l'État pour prévenir les inondations. L'effort doit venir de chacun, à commencer par chaque foyer. Parmi les gestes importants, ne pas jeter des déchets dans les rues, encore moins dans les rivières ou les canaux, participer aux journées communautaires de nettoyage, ne pas construire dans les zones basses et non autorisées, planter des arbres dans les zones en hauteur car ils retiennent les eaux et limitent la descente vers les bas quartiers. La protection de notre ville est une responsabilité collective. Et toujours dans ce contexte, le BNGRC se prépare dès maintenant à l'arrivée des cyclones. Jusqu'ici, aucun sinistré suite aux fortes pluies de ces derniers jours n'a été recensé. Des sensibilisations sont déjà menées auprès de la population vivant dans les zones à risque en cette saison de pluie. Yves Janel. 15 régions participent à des exercices de simulation organisés par le BNGRC en collaboration avec les différents secteurs partenaires dans la gestion des catastrophes naturelles. La coordination de ces opérations a débuté ce jour dans la capitale. C'est actuellement la période cyclonique et le BNGRC affirme s'être préparé en amont. Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des populations exposées aux risques dans les zones potentiellement dangereuses. Il ne s'agit pas seulement d'informer, mais aussi d'inciter les populations concernées à prendre leurs responsabilités face aux risques, selon le DG, le général Ramanansou Gabriel. Par ailleurs, depuis le début des épisodes pluvieux, aucun sinistré n'a encore été recensé. L'objectif actuel du BNGRC est d'agir rapidement afin que les interventions menées aient un véritable impact sur les sinistrés. Dans les actualités également, les employés du groupe Sodiat se sont levés après le gel de tous les comptes bancaires de l'entreprise. Selon leur déclaration, ils ne percevront pas de salaire à partir de maintenant et risquent même de perdre leur emploi. Les employés appellent l'État à débloquer rapidement les comptes gelés. Jean-Claude Adjamalal pour plus de détails. Les employés du groupe Sodiat ont fait une déclaration à Manchou Ivat concernant le gel de l'ensemble des comptes bancaires du groupe. Selon eux, la situation est injuste. À l'approche de la fin d'année, ils ne toucheront plus leur salaire et se retrouvent sans emploi. Ils ont des familles, scolarisent des enfants et des milliers de personnes dépendent de ces revenus. Ils dénoncent une décision qui, selon eux, nuise aux employés ainsi qu'à l'économie locale. Les employés rappellent que la direction a toujours respecté la loi et que le groupe verse chaque année des milliards d'arrières d'impôts dans les caisses de l'État. Les employés appellent l'État à débloquer rapidement les comptes du groupe Sodiat, estimant que l'avenir de plus de 4000 travailleurs ne devrait pas être pris en otage par des enjeux politiques. Ils affirment que les fautes éventuelles des dirigeants, si faute il y a, ne doivent en aucun cas avoir des répercussions sur les employés.
Des pneus ont été brûlés et des barrages ont été érigés durant la manifestation. Les gendarmes ont sécurisé les lieux et rétabli la circulation. Il a également été confirmé que le groupe Sodiat devra recourir au chômage technique pour ses employés, faute de solution, en raison de la décision prise par l'État. Et toujours en économie, l'adhésion au sein de l'OHADA, la plus grande organisation africaine en matière de droit des affaires, représente un avantage considérable pour l'économie. Madagascar n'en est cependant pas encore membre. L'intégration au sein de l'OHADA ne nécessite pourtant aucune condition complexe. Elle dépend surtout de la volonté politique des autorités, selon les explications. Fajasena Mireille, Yves Chanel. 17 pays sont actuellement membres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Cette organisation, la plus importante du continent dans le domaine du droit économique, uniformise et simplifie les législations relatives aux activités commerciales. Elle permet également de renforcer la confiance des investisseurs. Tout ce qui est lié à la création de l'entreprise, donc la facilitation de la création de l'entreprise qui nous intéresse le plus, l'accompagnement au financement des entreprises qui sont en difficulté, la gestion surtout du contentieux qui pourrait exister en matière d'affaires et la crédibilisation de l'État. Et ça, c'est un élément important aussi. La crédibilisation de l'État, non seulement comme un État débiteur, mais surtout comme un État qui se retrouve dans une situation où il pourra avoir le maximum de deniers pour faire face à ses missions de service public. Donc, ce sont ces éléments qui sont des atouts déterminants de l'organisation qui devraient normalement profiter à Madagascar lors de son adhésion. De nombreuses entreprises malagasy collaborent déjà avec l'OHADA. Toutefois, une validation officielle de la part des autorités reste indispensable pour permettre l'adhésion du pays à cette organisation. Il suffit d'abord qu'il y ait la volonté politique. Au-delà de ce que nous avons et que nous sentons déjà au niveau du secteur privé, le secteur privé est engagé, déterminé et surtout volontaire. Il faut bien évidemment qu'il y ait l'accompagnement des autorités. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour travailler non seulement avec les entreprises, travailler avec le barreau, travailler avec les notaires, les juges de justice, tout ça nous l'avons déjà fait. Travailler avec les experts comptables, c'est ce que nous envisageons de faire aujourd'hui, et les autres administrations. Mais nous rapprocher encore des autorités et voir dans quelle mesure on pourrait envisager cette adhésion. L'OHADA existe depuis plus de 30 ans. En politique, il est devenu évident que le dialogue national risque de déraper si de telles formes d'exclusion dominent, alors que l'objectif recherché est une solution commune. Ainsi, le gouvernement, à travers la déclaration de la ministre en charge de la refondation, a publiquement écarté le FFKM. Elle a martelé que le dialogue national est une affaire de l'État et non celle du FFKM. Pourquoi alors avoir déclaré que cette entité est l'organisatrice de ce dialogue pour ensuite le marginaliser? Les chefs de l'Église, pourtant installés sur des sièges d'honneur face aux participants, auraient-ils été réduits à de simples figurants? Réponse dans cet édito de Jean-Claude Ndjamalal. Le dialogue organisé à Madagascar n'est pas un dialogue international, mais un dialogue entre les Malagasy, selon le porte-parole du gouvernement. Pourtant, l'opposition affirme ne pas avoir été invitée. Le porte-parole a confirmé cette absence d'invitation en déclarant que la présence de l'équipe du président Anjrazoulen et de ses alliés n'était pas souhaitée. Une phrase perçue comme un acte de mépris, assimilant certains compatriotes à des citoyens sans valeur ni considération. Par ailleurs, la ministre chargée de la réforme a insisté sur le fait que ce dialogue national est une affaire de l'État et non celle du FFKM. Pourtant, a-t-elle rappelé, tous les Malagasy sans distinction sont censés y participer. Il a cependant été constaté que de nombreuses chaises étaient vides hier au CCI Ivat lors de l'ouverture officielle de ce dialogue national. Ni le président de la réforme de la République, ni le Premier ministre n'étaient présents, alors même qu'il s'agissait officiellement d'une initiative de l'État. Ce qui confirme une fois de plus le manque de cohérence et de maturité au sein des dirigeants du pays.
Dans la page culturelle, le rythme tsapik du sud-ouest de Madagascar est désormais inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La demande avait été déposée en mars 2024. Cette inscription représente une opportunité, une meilleure visibilité pour le pays et un atout pour attirer les touristes. Reportage. Les moyens de faire connaître Madagascar à travers le monde se renforcent. Le tsapik a été classé patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à l'issue de la réunion du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine qui s'est tenue hier à New Delhi. La demande avait été déposée en mars 2024 par l'ancien directeur général de la culture, Francis Razafiarsan, accompagné d'un dossier visuel présentant ce rythme tsapik. Le tsapik, caractéristique de la région Atsimonjefen, a commencé à s'imposer dans les années 1970. Parmi les artistes qui ont contribué à populariser ce genre, on peut citer Tirke, Mamgots ou encore Rasukininke. On compte désormais 4 éléments culturels malagasy inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le savoir-faire Zafmanir en 2008, le kabar en 2021, le hiragasy en 2023 et le tsapik en 2025. Il est à noter qu'un pays ne peut soumettre qu'une seule demande d'inscription par an auprès de l'UNESCO. Et on poursuit par les actualités internationales. Donald Trump a affirmé que 82% des Ukrainiens veulent un accord avec la Russie. Une déclaration infondée selon la déclaration du correspondant de France 24. J'ai cherché ce chiffre de 82% dans les archives des sondages et je trouve effectivement un sondage effectué par l'Institut de sociologie de Kiev à l'été 2025 qui disait que 82% des Ukrainiens estimaient que la paix pourrait être obtenue par la voie de négociation. Vous voyez bien, ce n'est pas du tout la même chose que 82% réclament un accord et encore moins l'accord que les Américains ont mis sur la table le mois dernier. Un autre chiffre, je pense, qui est important de noter, c'est que 71% des Ukrainiens dans un sondage fait par le même institut au mois d'octobre sont catégoriquement opposés à la cessation des territoires qui n'ont pas encore été occupés par l'armée russe. Donc ce fameux quart de la région de Donetsk qui est encore aux mains des Ukrainiens, les villes de Kramatorsk et Sloviansk notamment, les Ukrainiens sont encore farouchement opposés à céder ces territoires. Et l'une des principales raisons, c'est qu'ils ne pensent pas que cela mettrait fin à la guerre. Rappelons-nous que la Russie a inscrit dans sa constitution sa souveraineté sur d'autres territoires en Ukraine qu'elle n'occupe pas, les parties nord des régions de Zaporizhzhia et de Kherson, qui ne sont pas discutés dans l'accord qui est sur la table en ce moment, mais les Ukrainiens se disent si on lui donne le Donbass, il va commencer à reparler de ces parties nord de ces régions-là. Et puis pourquoi pas aussi la région d'Odessa, puisqu'il y a seulement une semaine, dans un entretien accordé à un média indien, Vladimir Poutine a dit que la Russie libérerait, c'est le mot qu'il utilise pour dire en fait conquérir, la Novorossia. C'est une ancienne province de l'Empire tsariste qui comprend aussi la région d'Odessa. Alors, pour les Ukrainiens, l'accord qui est sur la table ne mettrait pas fin à la guerre et faire des concessions territoriales pour cela, ça n'a vraiment pas de sens. Et la seule chose qui pourrait changer cela, c'est s'il y avait vraiment des garanties de sécurité extrêmement solides, comme Volodymyr Zelensky l'a dit, l'article 5 de l'OTAN, mais il est difficile d'imaginer que les États-Unis acceptent cela et encore moins probable que Vladimir Poutine l'accepte. La fuite des voleurs des bijoux au Louvre aurait pu être empêchée à 30 secondes près, a jugé le Sénat. France 24. 30 secondes, c'est tout ce qui a manqué aux policiers pour arrêter les cambrioleurs du Louvre. Cruel constat de l'enquête administrative sur la sécurité du musée, présenté ce matin au Sénat, les conclusions sont sévères.
À la lecture du rapport, il apparaît clairement que ce n'est pas un échec fortuit, qui n'est pas dû à l'accumulation d'un manque de chance, mais bien à des décisions qui n'ont pas été prises pour assurer la sécurité. Le rapport insiste sur une défaillance générale du musée, avec de multiples défauts de sécurité. Des caméras extérieures en nombre insuffisant, la fenêtre de la galerie d'Apollon mal verrouillée, mais aussi un problème au PC de sécurité, car une caméra a bien filmé les cambrioleurs sur la nacelle à 9h34, mais faute d'écran suffisant au poste de contrôle, cette image n'est visionnée qu'à 9h38, soit 4 minutes plus tard. Une accumulation de failles qui conduisent finalement les policiers à arriver sur place 30 secondes trop tard. Pour ces 30 précieuses secondes, il aurait suffi le signalement un peu plus rapide par les agents du PC s'ils avaient pu voir la caméra plus tôt, un temps de résistance à l'effraction de la fenêtre supérieur à celui qui a été constaté. Toutes ces failles avaient pourtant déjà été identifiées dans de précédents audits, en 2017, 2019, mais certains des rapports n'avaient pas été portés à la connaissance de l'actuelle direction du Louvre. Ça nourrit toujours plus la colère des personnels du Louvre qui ont alerté, savaient qu'il y avait des fragilités, des failles. La sûreté et la sécurité ne font pas partie des priorités de la direction depuis ces 4 dernières années et on le paye collectivement aujourd'hui. Le rapport recommande une restructuration totale, une mise à niveau des équipements, refaire de la sécurité une priorité pour le musée. Et puis, il y a quelques jours, le lutteur Aonishiki a été le premier Ukrainien à remporter un tournoi professionnel de sumo en Japon. À seulement 21 ans, il gravit les échelons de ce sport fermé à grande vitesse depuis son arrivée au pays du soleil en 2022, suite à la guerre en Ukraine. France 24. Quelques secondes de combat pour un titre historique. Un Ukrainien d'à peine 21 ans, sacré champion d'un des tournois de sumo les plus importants du Japon. Aonishiki a déjà conquis le cœur des fans. J'étais tellement contente qu'il gagne que j'ai bondi de mon fauteuil. L'Ukraine vit une situation très difficile avec la guerre. Il a travaillé très dur pour représenter son pays et sa victoire me rend heureuse pour lui. Il est étranger, donc il a dû subir des discriminations. Mais il ne s'en préoccupe pas et il persévère dans sa voie. Aonishiki entame le chapitre japonais de sa vie de sumo en 2022. Il est champion national d'Ukraine lorsqu'il décide de fuir l'invasion russe de son pays. De son vrai nom, Danilo Yavusishin, le lutteur intègre cette maison de sumo au cœur de Tokyo. Entraînement 2 fois par jour avec ses colocataires. Les 8 lutteurs vivent ici ensemble. Dans chaque écurie, un seul étranger est autorisé, un milieu encore très fermé. Entraînement intense, sous le regard intransigeant du coach. L'une des forces d'Aonishiki, c'est qu'il reste raide face à l'impact. Mais il ne suffit pas simplement d'être fort, il doit aussi se montrer exemplaire au quotidien. Aonishiki n'a que 7 ans lorsqu'il commence le sumo chez lui à Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine. Près de 3000 personnes pratiquent cette discipline dans le pays. Je regardais les combats de sumo sur YouTube et je rêvais de combattre un jour dans l'arène sacrée. Le plus difficile quand je suis arrivé ici, c'était de ne pas parler le japonais. Je me sentais assez seul. Loin de l'Ukraine, Aonishiki a fini par trouver ici une seconde famille avec laquelle il partage ses repas. Manger beaucoup mais sain, pas d'aliments transformés. Tout est cuisiné ici par les sumos les moins gradés. Lorsque nous cuisinons, on compte environ 3 portions pour chaque sumotori. Poids de l'Ukrainien, 140 kilos. Encore trop peu selon lui.
Les gros gabarits sont plus forts à l'impact et ils résistent aussi mieux au choc. Si on prend une autre image, c'est par exemple moins violent de se faire percuter par un vélo que par une camionnette qui est plus lourde. Un physique imposant qui n'empêche pas une esthétique très codifiée et soignée, à commencer par la coiffure. Seule une main experte, agréée par la fédération, est autorisée à toucher les cheveux des lutteurs. Certains Japonais peuvent avoir la même texture de cheveux, mais la couleur d'Aonishiki est différente. Ce Japonais s'occupe tous les jours des cheveux des sumo, démêlés, huilés et attachés, pour obtenir le chignon traditionnel, symbole de dignité. Il y a toujours beaucoup de femmes autour de lui, vous savez. Mais elles n'ont pas le droit de toucher les cheveux des sumo. Même si j'ai une poussière impossible qu'une femme l'enlève, seuls les hommes ont le droit. Dans le monde traditionnel des sumotori, les femmes sont jugées impures à cause de leur cycle menstruel. Un univers conservateur et strict, et pourtant, beaucoup de Japonaises vouent une admiration à ces demi-dieux. Au départ, je ne regardais pas du tout le sumo, mais lors d'un combat, je suis tombée amoureuse au premier regard d'Aonishiki. Leur force, surhumaine sur le ring, suscite l'admiration des fans. Aonishiki! Moi, je suis sûr qu'il va devenir encore plus fort. Aonishiki, courage! Tu as tout pour devenir Yokozuna! Yokozuna, le grade suprême dans cette discipline, est désormais l'objectif du compétiteur ukrainien. Un défi de taille pour Aonishiki. En 1500 ans d'histoire, ils ne sont que 7 étrangers à avoir atteint ce rang. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une bonne soirée en notre compagnie.